beaucoup, bon réveil à tous, bon réveil à toutes. Merci d'être avec nous, tendez-nous vos mains et puis nous allons essayer de faire de votre réveil un matin plein de bonheur. C'est le but, c'est l'intitulé au fait de ce rendez-vous, vous le savez, tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de maintenant, c'est-à-dire 5h55, avec toute une équipe mobilisée avec franchement de la bonne humeur. Bonjour Fatim. Bonjour Marcelin. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Et Merci. vous, ma très chère épouse matinale? Je vais très bien, merci. Bonjour Marco, vous allez bien? Ça va, tranquille. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Également, très chers téléspectateurs de RTI 1. Et encore une fois, merci de nous rejoindre pour votre matinale multivitaminée. Au programme aujourd'hui du sport, bien sûr, comme tous les lundis, avec notre journaliste sportif Patrick Guité qui décryptera l'actualité sportive autour du monde. Et puis, en fin d'émission, nous aurons notre thématique économie avec M. Siloué Nyenyeri qui nous parlera de l'impact des pesticides sur le rendement des productions agricoles. Bien évidemment, vous le savez, l'information tient une place importante dans cette matinale. Nous aurons donc des reportages très édifiants. Nous aurons le JT, nous aurons également la revue de presse, sans oublier la titrologie d'ailleurs, qui s'installe maintenant sur Matin Bonheur. Bonjour encore. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Voici les titres de la presse nationale et internationale en ce lundi 20 novembre 2017. Et à la une de Fraternité Matin, l'hommage du peuple acquié au chef de l'État, c'était hier lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre. En ce qui concerne la vente d'êtres humains en Libye, eh bien, le gouvernement réclame une enquête internationale. On retrouve le même sujet à la une de Notre Voix. Sur ce sujet, on apprend que Alpha Blondy interpelle l'Union africaine et la CEDEAO. Le quotidien s'intéresse aussi au procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé et vous dit la vérité sur la confrontation entre Mongou et Deto. L'hebdomadaire panafricain tente ce matin un jeu de mots et titre Mugabe, le coup de grâce, vous l'aurez compris. Après 3 décennies au pouvoir, le président a été victime d'un coup d'État dirigé contre sa femme, nous dit donc la couverture. Le mensuel Diaspora News affiche à sa une le portrait d'Edwige Folke, la nouvelle égérie de Dove. On y retrouve aussi le désormais célèbre ex-vice-président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, qui depuis est devenu le président du parti au pouvoir. Go Magazine propose une interview d'Éric Patron, sans oublier le récit de la semaine avec un intitulé dont le magazine a le secret. Épouser celui que je n'aime pas ou rester maîtresse. Tout un programme. Et on finit avec une note d'humour. Vous allez voir en couverture un automobiliste qui visiblement se fait braquer. Et il dit à ses agresseurs, prenez ma voiture si vous voulez, mais pardonnez pas mon portable. D'où ce titre. Petit téléphone là, toute notre vie est dedans. Et justement, Eva et Marcelin, est-ce que vous préfériez qu'on vous prenne votre portable ou votre véhicule ? À choisir. Moi, tant que ma sécurité n'est pas menacée, Ma voiture. Je pense à mes enfants qu'ils prennent tout, mais qu'ils ne me laissent ma foi. C'est le plus important. Comme me laisse mon téléphone. Merci Fatim. Et vous-même, c'est bien beau de poser des questions. Et vous-même? Je pense que, comme toi, si je suis en vie, ça me suffit. Okay. Le reste, c'est que du matériel. Mais pardon, mon téléphone, quand même, doucement. Ah oui, les femmes, il y a tous les secrets dedans. Eva, comme ça, oulala. Est-ce que vous arrivez à faire 10 minutes sans votre téléphone? Moi, je suis accro au téléphone, malheureusement. J'essaie de me guérir de cette addiction-là. C'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les smartphones, même on a volant, tout. Vous êtes... Ah non. Par contre, au volant, je suis... Si, dites la vérité, rien que la vérité. Je vous ai ne déjà le fais vu plus. plusieurs fois. Non, je ne le fais plus. Vous ne faites plus? Non. Parce que vous pensez multiplier par 2 maintenant. C'est normal. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Christelle Akoussa, de retour d'un incroyable anniversaire, réalise bien sûr cette émission avec beaucoup de plaisir. Et puis, bien entendu, Kadi Fadiga, au niveau de la rédaction, chef veille au grain, sans oublier tous les amis, tous les collègues au niveau de la technique qui piaffent d'impatience de vous proposer une émission vraiment qui va tenir jusqu'à 7h30 UTC. Dans quelques instants seulement, nous allons aller à la gym avec le coach Fabrice. C'est dans quelques secondes parce que vous savez, le réflexe à 6h, c'est la gym. C'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie ce lundi pour cette nouvelle séance de gym. Aujourd'hui, nous allons faire du cardio. J'ai à ma gauche l'homonyme de Marcelin, Marco, et à ma droite, Rosemary qui n'est plus à présenter. Alors, vous allez avoir besoin d'un stepper. Si vous n'en avez pas, aucun souci, vous travaillez à même le sol. Ok, on part directement pour les échauffements. Allez, on fléchit légèrement les genoux, on enroule les épaules là. 1,
2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. On va faire de légers squats. Allez tout le monde, on descend. 1, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Alors on va utiliser notre stepper. Mais je répète, si vous n'avez pas de stepper chez vous, aucun souci, on travaille sans stepper. Allez, on part là. On écarte les jambes et on revient derrière. En descendant, les jambes sont resserrées. Là, allons-y, tout le monde. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. On reste bien grand, ok. Plus tard, on va descendre un peu plus bas. Sur les jambes. 5, allez, encore 5, 6, 7, super. 8, on engage les bras. 9, 10, allez, on part plus bas. 1, 2, 3, allez, Rosemary, on descend plus bas. 5, super. 6, 7, 8, 9 et 10, super. Allez, on continue du côté de Marc. On va corriger la position. Les jambes écartées, encore un peu plus. Super. Alors, lorsque vous montez sur les steppers, vous écartez les jambes et lorsque vous redescendez, vous les resserrez. Donc, si vous n'avez pas de stepper chez vous, ça vous donne ça. Et là. D'accord? Allez, on part directement pour le deuxième exercice. On va changer de pied à chaque fois sur le stepper. Là, 1, 2, 3, 4, on va en faire 20. Si vous n'en avez pas chez vous, on fait des ciseaux, simple. Là, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, on cherche la vitesse. 3, 4, 5, engagez les bras. 6, marque. 7, 8, 9. Ok, super. On souffle. On a juste 10 secondes de repos et puis on repart encore pour cet exercice une dernière fois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reste sur la pointe des pieds pour faire cet exercice. Alors, chez vous à la maison, si vous n'avez pas de stepper, on part là. Super. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Allez, après cet exercice, vous soufflez encore, vous respirez un peu, juste quelques secondes, le temps de mettre votre pied sur le stepper et de chercher à faire un coup de genou bien haut, là. D'accord? On va faire cet exercice 10 de chaque côté. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on change de pied tout doucement. Allez. La jambe droite maintenant sur le step. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, on cherche la hauteur. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Chez vous à la maison, vous faites 1, 2, on s'incline un peu vers l'avant, ok, et on plie la jambe gauche qui est plantée dans le sol. Et après, on change, on fait la même chose, ok. Dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, les squats sautés. On va faire un squat. Avant le step, on saute et sur le step, on fait un autre squat et on redescend là, tout doucement. Alors, chez vous à la maison, on fait un squat, un saut, on avance légèrement, on se relève et on recule. Là, et on reprend encore le même exercice. Ça fait 2 squats pour un seul passage. On va faire 10, donc ça fait 20 squats en réalité. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez là, 1, on saute et un autre squat. On descend, on fait 1, allons-y. 1 et 2, super, allons-y. 3, allez, on enchaîne. 4, super, allez bien bas. 5, pour bien travailler vos cuisses et votre fessier. Allez, 6, encore. 7, super. 8, plus que 2. 9, allez, le dernier, Rosemary, courage. Et 10, super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, veillez à prendre un peu de temps pour vous étirer. Ok, répétez cet exercice chez vous à la maison. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. D'ici là, on garde la pêche. Allez, ciao. Ciao, garde la pêche. Vous avez la pêche, vous? Oui, toujours. Vous deux? Et vous? J'ai la pêche et je bois de l'eau fraîche.
Les Marco, rimes à 2 balles. bah oui, on va parler de la date d'aujourd'hui, donc le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Oui, la journée mondiale de l'enfance a été créée, mesdames et messieurs, en 1954 et elle est célébrée chaque année. Et puis le 20 novembre, c'est pour promouvoir en fait le respect et les droits de l'enfant. Exactement, et cette journée mondiale de l'enfance est une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière les enfants, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Et puis bonne fête aujourd'hui à tous ceux qui s'appellent Edmond. Moi j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Edmond. Moi j'ai un tonton qui s'appelle Edmond. Ah, tonton Tontie Elisabeth, vous avez des tontons qui ont tous les noms. Ouais. Le calendrier est respecté dans la famille Amani. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que nous avons le grand plaisir d'aborder un thème aujourd'hui en fin d'émission qui est dans la spirale du Sahara. Vous le savez, ce magnifique salon de la culture et des ressources animales qui se tient en ce moment même sur notre sol, ici en terre abidjanaise, ivoirienne. Il faut faire un tour, c'est magnifique, faire un tour avec les enfants, avec sa compagne, tout ça. N'est-ce pas, Eva? C'est bien, hein? Exactement, et vous y étiez d'ailleurs, hein? Oui, vous avez apprécié. J'ai beaucoup apprécié, il y avait un monde assez fou, mais bon, dans l'ensemble, c'était bien, c'était bien. C'est très, très, très bien. Bon, quelques petits soucis au niveau du courant, de l'énergie. Il y a eu coupure d'électricité hier, c'était qui n'était pas évident pour ceux qui y étaient. À certains moments. Sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Il y avait le stand de la RTI. Allez au stand de la RTI, il y a de bonnes formules pour vous, au niveau communication, pour améliorer votre image. Vous allez avoir 3 personnes très sympathiques dans ce stand-là qui vont vous donner toutes les informations. Et puis, en exclusivité dans la semaine, Eva Amani sera au stand de la RTI, Kadi Fadiga, Marcelin Gouroui, pour vous recevoir, pour discuter avec vous de tout ce qui rythme, bien sûr, c'est matinal. Exactement. Et puis également, il y a un animal fort impressionnant dont tout le monde parle en ce moment. Absolument. Le bœuf de 900 kilos. À ce qui paraît, il y a un bœuf qui fait... On dit un bœuf, hein, c'est ça? Oui, normalement. Des bœufs, un bœuf. Un bœuf. Un bœuf. Un bœuf ou des... Un bœuf. Le F... c'est au pluriel qu'on se passe du... En tout cas, il y a le mâle de la vache, très impressionnant, qui fait près de 900 kilos, dont tout le monde parle, donc n'hésitez pas à aller le voir. No comments, vous le savez, ça fait partie bien sûr des fondamentaux de l'ADN de ces matinales. Voici le premier no comment de cette émission. Attention, on ne dit rien, on ne dit rien du tout. No comment. Alors, c'était donc en Inde à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. Le musée des toilettes. Voilà, donc c'est un musée des toilettes qui représentait les différents types de toilettes qui peuvent exister. On en a reconnu les toilettes à la turque qui ne sont pas très pratiques. Vous avez eu votre préférence là-dedans? Bah, moi, je pars sur des toilettes classiques. Hein, par contre, au Japon, ils sont très, très, très avancés dans les technologies concernant les toilettes. Bah oui, surtout au Japon, où ils ont des sièges chauffants, ils ont des systèmes auto-nettoyants, massants, etc. C'est très impressionnant à ce qu'il paraît. Ah bon? Donc, faites un tour du côté du Japon, vous serez surpris. En d'autres termes, Eva vient de vendre la destination Japon, rien que pour aller... tester les toilettes. Ouais, pour aller visiter. Allez, autre pan, autre ADN de notre émission, mesdames et messieurs, c'est bien sûr les papilles. Quand on a fini de bouger, de regarder nos comments, d'écouter un peu à tout, tout simplement on a envie de manger. D'où le petit-déj, c'est parti. Moment de projet. Qu'est-ce que vous mangez ce matin? Qu'est-ce que vous nous avez fait parvenir ce week-end? Oh là là. Alors, je pense que vous commencez à connaître, à appréhender notre amour pour l'atiéké au poisson. Et ce matin, voilà, on a l'atiéké au poisson, une belle image qui n'est pas signée. En tout cas, j'espère que vous avez bien dégusté. Bon appétit encore une fois. Bon appétit à Christelle Akoussa et à toute son équipe en haut, à nous aussi. Vraiment, ça donne envie, ça donne envie. On ne le dira jamais assez. Deuxième plat, s'il vous plaît. Deuxième plat, faites-nous, donnez-nous envie. Ça, c'est tapioca aux cacahuètes. C'est ça, hein? Ah oui, ça rappelle l'enfance. Je connais pas. Tapioca
Cacahuètes, je vous ferai goûter ça un jour. Moi, je connais le gari. Gari, oui. Aux cacahuètes, mais tapioca, j'ai jamais mangé. Oui, tapioca, cacahuètes avec du sucre assez dosé dedans. Ah ouais? C'est très bon. Ouh là 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 là, c'est très bon ça. Ça a quoi comme goût? Ça se rapproche du riz ou du gari? Ça se rapproche du... C'est polyvalent en fait. C'est polyvalent. Si tu n'as pas goûté, tu ne peux pas comprendre. Vous connaissez le spot? Exactement, mais c'est à tenter. Et ça, c'est, Eva? Une crêpe au jambon. Ça, c'est les petits déjeuners à la Eva, ça. Ouais, ça dégouline de fromage. Non, pour le moment, non, c'est pas trop... Ça dégouline. Vous n'aimez pas, vous n'aimez plus ça? Non, 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 du tout. En ce moment, j'ai des envies très bizarres. Oui, oui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on vous comprend. Qu'est-ce qu'on vous comprend. Merci en tout cas d'être là et surtout de nous envoyer. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, envoyez-nous les photos de vos petits déj. Et puis bientôt, bientôt, on va vous demander des photos de la décoration de Noël, de votre appartement, de votre maison. Exactement. Vraiment, envoyez-nous toutes ces photos-là. On sera très heureux, très heureux. Moi-même qui vous parle, je suis en train de voir un peu quel genre de poupée offrir à Eva. Parce que pour cette année, Eva va m'offrir le cadeau que j'ai beaucoup aimé dans l'enfance. Et moi, je lui offrirai aussi les poupées Barbie à l'africaine. Oui, voilà. il y en a de plus en plus. D'ailleurs, moi, j'apprécie l'initiative. On a de plus en plus de poupées noires, à la peau noire, aux cheveux crépus. Et je pense que... Les poupées libres, noires. Oui, mais non, je pense que c'est bon pour l'estime des petites filles, parce que c'est assez incohérent, en effet, d'avoir des petites filles africaines à la peau noire, aux cheveux crépus, qui jouent avec des poupées à la peau blanche, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Ça n'a aucun sens. Et de plus en plus, dans le commerce, à l'approche des fêtes, ou même pour des cadeaux, on retrouve des poupées à la peau noire, cheveux crépus, qui se rapprochent plus de notre morphologie. Et je pense que c'est bien pour l'estime des petites filles. Et je vous annonce même que sur le marché actuellement, il y a des poupées albinos, oui. Ça peut dire que, oui, j'ai vu ça, c'est impressionnant. Et puis c'est maintenant qu'il faut commencer à acheter les cadeaux, tout ça. Il ne faut pas forcément attendre l'ambiance des fêtes. Hein. Attention, attention. Mais pour ça, il faut que la circulation aussi nous aide. C'est pour cela qu'on a inventé le point route pour vous. La preuve. Premier point route de la journée, il est 6h, passé de 12 minutes et on se rend sur le boulevard Lagunaire. C'est au plateau, donc le centre des affaires de la capitale abidjanaise. La circulation est très fluide ce matin, le temps est très beau, très clair. On voit tout de façon assez dégagée. Oui, une vue magnifique. Ce sera également le cas du côté du carrefour du grand hypermarché donc, que tout le monde connaît. Un endroit aussi où il y a beaucoup d'animation. La preuve, nonobstant quelques granules sur notre caméra, mais on peut distinguer quand même que la circulation est calme de ce côté-ci de notre capitale administrative. En général, on attend qu'il y ait une belle pluie pour nettoyer nos caméras, donc ça on attend. Là, on est à Koumassi, au grand carrefour de Koumassi, 3 bus qui attendent. Vous voulez faire une interview à distance? Oui, moi c'est mon rêve. On a toujours ces deux piétons-là qui passent toujours main dans la main. Le mot, on dirait, oui, toujours, ils sont toujours là. Ah, c'est Maëva, la reproduction de Maëva, Marco et Eva à Koumassi. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a le pont de Gaulle qui nous ses bras avec une circulation. Voilà, c'est le lundi qui démarre tout doucement. On peut lever les deux câbles là, non? Oui, oui, on peut. On va envoyer notre homme, notre missionnaire, celui qui va en mission Anassé pour vraiment enlever de ça. Et puis on va à Assini. Ben dis donc, c'est nouveau ça. La destination préférée de Christelle Akoussa. Ah là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Qu'est-ce que ça fait envie? Pourquoi vous nous faites ça? Qu'est-ce que ça fait? Bon, il n'y a pas de circulation, bien évidemment, les voitures, ça ne roule pas sur les plages. Si, la circulation des vagues. Mais en tout cas, ça fait envie. Hein. Lundi matin, on est là, on regarde et puis on voit la plage, les transats, le sable. Oh là là. On rêverait d'y être. Restez avec nous, restez avec nous. À contre-cœur, nous allons continuer cette émission, mesdames et messieurs. Et aller maintenant dans un autre pan de ce rendez-vous matinal avec, vous le savez, l'actualité brûlante. C'est bien sûr le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Le Sahara, notre pays a le grand honneur d'accueillir cet événement après l'édition de 2015. Il y a du monde, il y a de la frénésie, il y a de la joie. C'est magnifique. C'est un endroit pour tous les enfants de 7 à 77 ans. Extrait. Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA. La 4e édition qui a ouvert ses portes le vendredi 17 novembre dernier
a mobilisé de nombreux exposants venus de plusieurs pays africains et d'Europe. Tout a été mis en œuvre pour garantir la sécurité sur le site. À l'entrée principale, des dispositifs de contrôle et de sécurité ont été mis en place. L'entrée étant payante, des agents de contrôle ont été postés pour vérifier l'authenticité des tickets. C'est un appareil qui permet de contrôler l'authenticité des tickets et des badges. Allez-y. Lorsque je place l'appareil sur le ticket, ça vibre dans ma main. C'est par cet indice-là que je vois que c'est un bon ticket. Voilà. Quand ça sort rouge, c'est que ce n'est pas authentique. Au Sahara, il n'y a pas seulement que les adultes qui viennent visiter les stands. Les enfants aussi sont de la partie. Accompagnés de leurs parents ou issus des délégations de certains établissements scolaires, ils sont d'abord enregistrés avant d'avoir accès aux différents stands. Une précaution pour qu'on les retrouve facilement en cas de perte. On enregistre les enfants. On n'est pas qu'ils se perdent. Au cas où ils se perdent, on peut les retrouver facilement grâce au numéro. En fait, c'est pour prendre le numéro des parents. En cas de perte, là, on peut les retrouver facilement. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Une fois sur le site, les enfants ont le choix entre visiter les différents stands ou alors se divertir. Tout a été prévu pour les occuper sainement. Chers petits enfants, je suis très heureux d'être ici ce matin à la 4e édition du Sahara 2017 pour célébrer la joie avec vous, avec le concert de café cacao. Concert café cacao. Vous avez dit salon de l'agriculture et des ressources animales. En tout cas, le bétail est dignement représenté. Des moutons et des bœufs de plusieurs kilogrammes sont exposés. En plus du bétail, il y a aussi la volaille, comme ces autruches de plus d'1 mètre. Je suis venue au Sahara et j'ai découvert plusieurs animaux, comme l'autruche, les bœufs. Ça me plaît vraiment. On peut aussi voir des holacodes, communément appelés agoutis. Ce sont des holacodes que nous élevons pour les mettre à la portée de tous ceux qui veulent faire l'élevage d'holacode. Ça permet de pérenniser l'espèce et de vulgariser cet élevage. À l'intérieur des stands, l'on peut apprécier les produits issus de l'agriculture d'ici et d'ailleurs. Nous avons différentes variétés, 2000, les variétés 2000, n'est-ce pas? Et 7 variétés d'arachide, 4 variétés de niébé et aussi 6 variétés de sorgho. Donc ce sont des semences aujourd'hui certifiées qui peuvent servir toute l'agriculture de la sous-région. Ici, je vous présente du miel sud-africain, raffiné pour les diabétiques. Ça stabilise la tension et ça vous donne de l'énergie, tout simplement. En plus des acteurs de l'agriculture, des entreprises sont aussi présentes pour proposer leur expertise pour faciliter la tâche aux agriculteurs. Ici, nous sommes sur le salon pour présenter un process de traitement des eaux, potabilisation de l'eau d'élevage, également pour l'eau de boisson humaine, et le traitement pour les applications de produits phytosanitaires. C'est pour limiter les pollutions. Ouvert le vendredi 17 novembre dernier, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara referme ses portes le dimanche 26 novembre prochain. Ce salon a pour thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique ». Wow, tout un programme. Vous voyez donc que vous avez jusqu'au 26 encore pour y faire un tour si vous n'avez pas encore eu le temps. C'est vrai que ça a démarré il y a à peine 3 jours, c'était vendredi dernier. Et jusqu'au dimanche 26, vous pourrez découvrir tout ce qu'il y a qui vous est proposé. On vient de voir, on a vu des lapins, des autruches, des porcs, enfin des cochons. Je préfère dire des cochons, et pas mal d'autres produits notamment. Hein, du terroir. Du terroir, exactement. Donc on a vu du miel, on a vu pas mal de choses. En tout cas, c'est très intéressant. C'est très intéressant, d'autant plus que ça permet d'aiguiser un peu la curiosité de nos enfants. Vous avez vu hein, le côté éducatif et c'est très bien. Allez-y en famille, allez-y avec votre ami, avec votre épouse, votre époux. En tout cas, faites-vous plaisir parce que c'est l'histoire agricole de la Côte d'Ivoire et de bon nombre de pays africains qui est visité. Et moi, je suis allé hier incognito. J'ai relevé quelques petites insuffisances, notamment au niveau de l'accès des enfants
au restaurant, là. Et puis, il y a quelques restaurateurs qui se plaignaient un peu du prix élevé par rapport au stand. Et surtout que maintenant, ce sont des bâches, alors qu'en 2015, c'était des chapiteaux, de petites plaintes comme ça. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon enfant. Hein. Exactement. Et puis, on rappelle qu'il y a le Sarah Village qui vous permet de passer du bon temps, se poser, manger. Vous avez mangé? Oui, j'ai mangé. Quoi? Un bon poulet braisé. C'était bon? Oui, c'était très bon. C'est très bon. Vous savez, tous les grands restaurants, tous les grands endroits d'Abidjan, il y a eu une délocalisation là-bas. Sont représentés par des petits stands et on mange très très bien. Par contre, quand vous mangez, faites attention parce que parfois on est envahi, il y a des enfants, on ne sait même pas comment ils ont fait pour acheter le ticket, mais ils envahissent les lieux et attention pour vos effets personnels. Il faut faire très attention. Il faut être très vigilant. En tout cas, c'est une belle occasion qui est donnée de montrer ce que la Côte d'Ivoire agricole sait faire. On accueille également des pays de la sous-région. Donc, voilà. J'ai vu des cailles. Je voulais en prendre pour vous. Ah, j'adore les cailles brisées. Oui, je sais que vous en aimez, mais c'était vivant. Le temps de préparer tout ça. Mais je vous promets un repas, un dégradé de cailles. Et puis le Burkina Faso, le stand du Burkina, très apprécié. Il paraît qu'il y a du poulet flambé. Oh là 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 là, vraiment, ça vaut le détour, quoi. Et puis j'ai eu des amis maliens qui étaient là également. Le poulet façon malienne, vraiment. Je ne connais pas le poulet malien. Le poulet burkinabé, oui, mais le poulet malien, non. Il y a de bonnes choses à découvrir, hein. C'est très intéressant. Et puis, on n'oublie pas aussi les régions de nos pays, de notre pays et de nos pays africains qui ont des stands à la région de l'Indénié, qui vous parle un peu de ses mets, de sa culture. C'est vraiment magnifique. Et des sociétés de vente de produits et de machines pour les agriculteurs. Vraiment, tout le monde est servi, même Eva. Surtout moi d'ailleurs, qui aime bien manger. Alors on rappelle que dans quelques instants, Patrick Guité sera sur ce plateau pour parler sport, bien évidemment. Et puis en fin d'émission, il sera question de l'impact des pesticides sur le rendement des productions agricoles avec M. Siloué Nyenyeri. Donc si vous avez toutes vos préoccupations, en tout cas vous pouvez nous les soumettre via nos réseaux sociaux, donc la page Facebook et le compte Twitter sur Instagram. C'est pour avoir les belles images de l'émission, bien évidemment. Voilà. Marco? Oui, tout à l'heure on a parlé des Edmond, mais ce n'est pas que les Edmond que nous célébrons aujourd'hui, hein, mesdames et messieurs. On a beaucoup de noms. On a Edma, Edmé, Edmond. Ah, j'ai ma cousine qui s'appelle Edmé, je lui fais un gros bisou. Ah oui, vraiment, Edmé Diekette, je lui fais un gros bisou. Dans cette famille, tous les noms du calendrier sont représentés dans la famille d'Eva. Bon, Edma, Edmé aussi, vous savez? Edmé, oui, c'est ça, elle s'appelle Edmé. Edmond. Tonton Edmond. Tonton Edmond, Tonton Octave, ou Tonton Octavie? Non. Y a pas? Non, pas encore. Ok. Représentation vraiment du calendrier dans la famille. Eva Amani. Attention, mesdames et messieurs. Le mot anticipation, c'est cette année notre leitmotiv parce qu'il faut anticiper par rapport aux fêtes de Noël. Déjà, dans quelques jours, c'est la fin du mois de novembre. Décembre va arriver très vite. Il faut d'ores et déjà avoir le sens de l'anticipation parce que plus nous approchons donc du jour de fête et les prix, vous le savez, flambe. Donc il faut anticiper, ou du moins on paye une partie maintenant et après on paye une autre partie. Je pense qu'on a encore le temps, on n'est qu'en novembre. Comment vous faites-vous? Parce que je sais que vous distribuez énormément de cadeaux. Comment vous vous y prenez? Ah ben, c'est une longue préparation depuis l'arbre de Noël précédent. On commence à économiser pour l'arbre de Noël suivant. Donc, cette année, on sera encore aux Amis d'Eva? Les Amis d'Eva, oui, cette année. J'espère que vous répondrez nombreux. Merci pour tous ceux qui m'accompagnent depuis 2 ans maintenant. On offre un sourire aux enfants les plus démunis. Et voilà. Là, vous êtes très concernés cette année. Vous allez Exactement. Merci à tous de votre fidélité à votre matinale. Dans quelques instants, le JT signé Hamza Diaby. Pose des premières pierres du débarcadère et du nouveau marché de Sassandra par son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement, vendredi 8 décembre 2017 à 9h. Le ministre Philippe Légré Dagba, président du conseil régional du Boclé, convie à une réunion d'information le mardi 21 novembre 2017 à 16h à la salle Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Les élus, cadres, représentants de partis politiques et tous les ressortissants de la région du Boclé. Contact 02 17 38 38 67 13 60 50.
Michel. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste le cas de ma fille qui me préoccupe en ce moment. Tu sais qu'elle finit avec le bac cette année et j'ai envie qu'elle puisse faire ses études supérieures à l'extérieur. Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Rien que ça? Désormais, à Abidjan, votre agence AESCI vous assiste et vous oriente pour les études de vos enfants à Londres, au Canada, aux États-Unis et en Australie. AES, c'est aussi des formations diplômantes, des perfectionnements en anglais et des séjours linguistiques. Contactez-nous au 59 53 81 39 22 50 40 11. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Bonjour Michel. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste le cas de ma fille qui me préoccupe en ce moment. Tu sais qu'elle finit avec le bac cette année et j'ai envie qu'elle puisse faire ses études supérieures à l'extérieur. Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Rien que ça? Désormais, à Abidjan, votre agence AESCI vous assiste et vous oriente pour les études de vos enfants à Londres, au Canada, aux États-Unis et en Australie. AES, c'est aussi des formations diplômantes, des perfectionnements en anglais et des séjours linguistiques. Contactez-nous au 59 53 81 39 22 50 40 11. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre ce lundi matin. Ce matin, les vents secs du Sahel vont raser les frontières nord de la Côte d'Ivoire. Par la suite, le ciel restera peu chargé. Sur la bande centrale et le sud forestier, le brouillard provoquera des réductions de visibilité tôt ce matin. Le littoral pourra par endroits avoir du brouillard accompagné d'un ciel nuageux avec quelques épisodes de pluie. Les températures prévues pour ce lever du jour, 24 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés pour Bandoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 22 degrés à Korogo et Amman, 20 à Odiéné, 24 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 23 à Yamoussoukro. Cet après-midi, sur le long de la côte et sur le sud forestier, les effets de la brise côtière provoqueront des bourgeonnements de cellules orageuses. Ces orages y occasionneront par endroits des pluies. En allant vers le nord, les nuages se dissiperont pour faire place à un temps très ensoleillé. Les températures prévues pour notre après-midi, 30 degrés pour Abidjan et à Diaké. La région du Gontougo affichera 31, 32 degrés pour Bouaké et Daloa, 33 à Dimbokro, 32 pour le Go, la maximale de 34 relevée à Korogo, 31 degrés pour le Tompi, 34 à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 33 pour la ville de Yamoussoukro. Merci Madame, Messieurs de nous avoir suivis. Bon lundi à tous et à chacun.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre ce 6h30. Ouvrons ce journal avec le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Hier, dimanche 19 novembre, pour une bonne coopération bilatérale en matière d'agriculture, une journée a été dédiée aux acteurs agricoles sud-africains à la 4e édition du SARA, en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture et de son homologue sud-africain. Une occasion pour les deux ministres de parler coopération Sud-Sud. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. S'il y a un aliment qui constitue la base alimentaire donc de plus de la majorité de la population ici en Côte d'Ivoire, c'est bien le riz. Le riz est consommé sur toute l'année par les Ivoiriens. Tenez, en 2016 par exemple, 1 650 000 tonnes de riz ont été consommées. Malheureusement, jusqu'à ce jour, le pays n'est pas autosuffisant et continue d'être dépendant des importations en provenance des pays asiatiques. Pourtant, le pays regorge d'énormes atouts humains et naturels pour produire en quantité le riz local. Des opérateurs économiques ivoiriens ont perçu des opportunités d'investissement dans la production locale du riz, un business qui leur rapporte gros. Kofi Amonkro, village situé dans la localité de Ouélé, à 263 km d'Abidjan. Niel Nagnon Kone est titulaire d'un diplôme supérieur en gestion d'entreprises agricoles. Depuis 5 ans, ce jeune entrepreneur s'est investi dans la transformation et la commercialisation du riz local. Un business à forte rentabilité qui lui réussit. Mais Niel Nagnon en veut davantage. Nous sommes dans une zone qui regorge beaucoup d'opportunités. On a la capacité aujourd'hui de produire dans la zone plus de 6 000 tonnes de riz. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des partenaires qui puissent nous accompagner afin que nous puissions d'abord atteindre la capacité maximale de notre machine. Le rêve de Niel Nagnon, c'est d'ouvrir un complexe rizicole dans la région et devenir le premier exportateur du riz ivoirien. Il emploie aujourd'hui 12 personnes, commercialise 60 tonnes de riz par mois et réalise un chiffre d'affaires annuel de 360 millions de francs CFA. C'est bientôt la grande campagne de riz. C'est le moment, M. Kofi, de former votre deuxième équipe pour que vous puissiez prendre le relais, travailler 24 heures sur 24. Parce qu'au niveau d'Abidjan également, il y a la demande qui s'est fait sentir. Les gens vraiment commencent à demander beaucoup de riz. La Côte d'Ivoire, malgré ses atouts en matière de production de riz, se trouve dans une situation d'importation importante pour répondre aux besoins de consommation de plus en plus croissants. Nous voyons plus de petits moulins de transformation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la méfiance des consommateurs vis-à-vis du riz. Parce que ces machines n'ont pas la capacité de fournir du riz de qualité aux consommateurs. Ils laissent passer parfois des déchets, des cailloux qui causent vraiment beaucoup de tort à la qualité et à l'image du riz ivoirien. La consommation nationale en riz est de 2 500 000 tonnes. La production locale est estimée à 1 300 000 tonnes, d'où un niveau d'importation de 1 200 000 tonnes. La particularité du marché du riz local aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore autosuffisants. Alors, 100% de la production nationale est absorbée par les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui investit dans le riz, il est sûr de couler toute sa production. Pour pallier le déficit, la Côte d'Ivoire a lancé depuis 2012 une stratégie nationale pour le riz en vue d'atteindre l'autosuffisance. À Bongwanou, un opérateur économique s'est inscrit dans cette dynamique. Lui, c'est Mori Diabati. Il est passionné de riziculture. Pour Mori, le secteur rizicole est une véritable mine d'or à explorer. La Côte d'Ivoire est un gros pays consommateur de riz. Nous sommes autour de 2 500 000 de consommation de riz par an. Nous importons la moitié. L'importation tourne autour de 300 milliards. C'est énorme. Et quand vous sortez 300 milliards pour aller acheter, alors que vous pouvez le produire ici, ça c'est une opportunité que nous devons saisir. Opportunité à saisir, Mori en sait quelque chose. Il a ouvert l'une des plus grandes unités industrielles modernes du pays. Coût de l'investissement, 10 milliards de francs CFA. Pour cet homme d'affaires,
L'investissement en valeur le coup. Il réalise chaque année un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Le secteur du riz aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qu'on peut facilement, qui vont travailler dans le secteur. Vous voyez la valeur ajoutée, l'incidence sur la croissance en Côte d'Ivoire. La filière est porteuse et regorge d'énormes potentialités. Mais la faible industrialisation du secteur reste problématique. En 1977, après la fermeture de la plupart des rizeries de grande capacité, le tissu industriel de la filière a sombré dans la léthargie. Selon l'Office national de développement de la riziculture, plus de 2000 petites unités artisanales ont pris le relais afin de combler l'absence de tissu industriel capable de tirer la filière. La transformation est alors un défi. Aujourd'hui, on ne parle plus de sous-produits dans le riz, parce que tout ce que nous avons est utilisé de manière optimale. Vous avez la farine pour la consommation des animaux, vous avez la brisure qui sert à faire de la bière, qui sert à faire de la farine. Tout est utilisé de manière optimale. Même ce qu'on appelait le déchet avant, la balle de riz, est aujourd'hui utilisée pour faire l'énergie. Vous voyez comme quoi que c'est un secteur vivant, porteur. L'autosuffisance en 2018, comme annoncé, passe nécessairement par la transformation, le maillon essentiel de la chaîne de valeur. Le gouvernement multiplie par conséquent les actions en vue de redynamiser le tissu industriel. Des petites unités de transformation. On a amélioré le plateau technique. On a passé à la formation, à l'amélioration d'un certain nombre d'équipements. Deuxième aspect, au niveau de la transformation, nous avons acquis environ une centaine d'unités de 2 tonnes heure, c'est-à-dire qui font à peu près 10 000 tonnes par an, que nous avons placées auprès des coopératives et auprès des groupements de jeunes que nous avons décelés qui étaient actifs. La troisième action que nous avons menée, parce que c'est une ambition forte au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons acquis 30 usines de 5 tonnes heure, chacune faisant 25 000 tonnes de paddy par an. Troisième secteur après le cacao et le pétrole, le riz est stratégique dans le développement économique de tout pays. En Côte d'Ivoire, les opportunités d'investissement dans la filière sont énormes. Les potentialités aussi, nombreuses que diverses, font de ce secteur l'un des plus sûrs de l'agriculture ivoirienne. C'était un reportage de Cheikh Koné, commenté pour vous par Adama Koné. Un petit retour dans le passé, un peu de nostalgie. C'est à Monogaga que je vous amène. Monogaga dans la région de San Pedro, autrefois lieu d'attraction, de plaisir et de tourisme. La baie aujourd'hui se cherche. Lieu de rêve que l'artiste a même surnommé paradis terrestre et pourtant Monogaga n'est plus ce qu'il a été. Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Rendons-nous maintenant sur place. Nos guides sont Sam Conan et Hervé Blé. Monogaga, c'est un site touristique. Mais si Monogaga est là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Monogaga n'est plus Monogaga, ça fait mal. Pour le vérifier, rendons-nous à Monogaga à partir de San Pedro. La côtière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le bitume s'est laissé phagocyter par de larges crevasses. Voyage difficile en perspective. Monogaga, carrefour. À partir d'ici, une dizaine de kilomètres de pistes à parcourir jusqu'à Monogaga. Le village n'est pas aisé à atteindre. La route met à rude épreuve tout véhicule qui l'emprunte. Pour les populations, la marche reste le meilleur moyen de rallier les différents villages. La route là n'est pas bon. On marche pour quitter à deuxième campement, Zaou. On cherche voiture pour venir à Monogaga pour vendre, mais il n'y a pas de voiture. Vraiment, nous fatigue trop à Monogaga ici. Des motos sur les pistes, peu ou presque pas de véhicules. La raison est toute simple. Des fois, il y a des femmes qui en grossesse, on nous appelle de venir les chercher. En cours de route, on rase les carrans ou les crévisions des pneus fait que les trous qui sont creusés, on ne peut plus arriver. Avant, j'ai fait 6 voyages par jour. Aujourd'hui, compte tenu de la route, j'ai fait 2 voyages. On quitte à San Pedro, à partir de 7 h, on arrive à 11 h. Une vue panoramique qui subjugue. La baie en contrebas offre toute sa beauté à quelques centaines de mètres de Monogaga.
Dans ce village qui rumine la mauvaise passe qu'il traverse depuis des années, l'époque glorieuse est encore présente dans bien d'esprits. Tout a commencé à décliner à partir de la crise de 2002. La langouste d'or, qui a écrit les belles pages des lieux, n'est plus que ruine et désolation. Depuis 2002, les touristes venaient un peu, mais pas trop. Mais aujourd'hui, par rapport à la route, les touristes ne viennent plus. Avant, à Monogaga, en tout cas, la vie se passait très bien. Il y avait des touristes, ils avaient des guides, ils avaient des paillotes. Les jeunes gagnaient leur vie, ça, il faut dire la vérité. Et Monogaga était Monogaga. C'est à ce moment-là que Mewe a chanté Monogaga. Monogaga n'est plus Monogaga de Mewe. Non, le Monogaga n'est plus Monogaga que moi, j'ai connu. La population aujourd'hui vit des fruits de ces plantations de café et de cacao, également de la pêche pratiquée par une frange de sa population d'origine ghanéenne. On a 3 types de saisons ici. Pendant la saison pluvieuse, on pêche les langoustes, les bars, les capitaines et autres. Et la deuxième saison, c'est à partir de mai, août, septembre, octobre, comme nous sommes présentement. Ce sont les petits poissons qu'on appelle les petits capitaines et autres. Plus souvent, quand les poissons sont stockés, compte tenu de la route, on a des problèmes pour les faire sortir. Nous n'avons pas de chambre froide ici. La pêche aux hommes, le fumage du poisson est ici dévolu aux femmes. Les femmes qui viennent payer poisson ici, des fois ils viennent, il n'y a pas de camion, poisson là, ça se pourrit dans nos mains. S'il dit il n'y a pas la route, il ne vient pas. On fume poisson, des fois c'est 1 mois, 2 mois, il n'y a pas client. Monogaga n'est pas raccordé au réseau national de distribution d'eau. Le village n'est pas non plus connecté au réseau électrique national. L'obscurité fait pourtant place à la lumière une fois la nuit tombée, grâce à l'ingéniosité d'un jeune du village. J'étais dans le village, j'avais un maquis. Le maquis, je louais des petits moteurs pour alimenter mon maquis. Mais ça me coûtait, ça me faisait dépenser beaucoup. Et j'avais un ami qui a alimenté avec ce moteur Moussadougou. Et je savais le regarder, mon petit, je veux que tu pèses ce moteur. Ça peut alimenter ton maquis et servir maintenant ton village. Monogaga, paradis terrestre, est-il condamné à ne vivre que du souvenir de ces heures glorieuses? Non, répond le directeur régional du tourisme. Nous pouvons vraiment sauver Monogaga, d'autant plus que les infrastructures, c'est-à-dire que les sites existent. Nous avons la mer qui existe, nous avons encore la belle plage qui existe, et nous avons même une particularité de Monogaga. Vous avez la mer qui est véritablement bleue, de couleur bleue, et qui borde la forêt, et je dirais primaire. Ça, c'est une particularité. Je pense que si la voie est vraiment nettement tracée, les opérateurs économiques peuvent s'investir. Monogaga, c'est une plage parmi les plus belles de Côte d'Ivoire, d'aucuns disent la plus belle. Difficile, quand on a le privilège de la fréquenter, de rester indifférent à son sable fin, à ce bel horizon qui continue de donner aux populations l'espoir d'un futur glorieux et d'une reprise de l'activité touristique ici. Reportage signé Sam Conan et Hervé Blé. L'actualité internationale pour refermer ce journal. Au Zimbabwe, la ZANU-PF a démis hier le président âgé de 93 ans de ses fonctions de président du parti au pouvoir et lui a laissé 24 heures pour renoncer à la présidence du pays sous peine d'être destitué par le Parlement. À la surprise générale, dans son discours à la télévision, au lieu d'annoncer sa démission, Robert Mugabe a assuré qu'il présiderait en décembre le congrès de la ZANU-PF. Il estime que l'intervention de l'armée qu'il a placée cette semaine en résidence surveillée n'avait à aucun moment remis en cause son autorité en tant que chef de l'État et commandant donc en chef des forces armées. Dès la fin de son discours, les anciens combattants de la guerre d'indépendance ont appelé les Zimbabwéens à manifester. La chaîne CNN, si vous vous rappelez bien, a diffusé le 14 novembre dernier une vidéo montrant des migrants noirs être vendus aux enchères pour 340 €, soit un peu plus de 220 000 francs CFA, dans un quartier sud de Tripoli. La diffusion a provoqué l'émoi dans le monde entier. Sous pression, notamment internationale, le gouvernement basé à Tripoli a dû intervenir et a promis l'ouverture d'une enquête. Cette annonce est intervenue quelques heures seulement après la visite samedi du secrétaire d'État adjoint américain John Sullivan à Tripoli. Et jeudi, c'était l'ambassadeur britannique qui était dans la capitale libyenne. On en reparlera dans nos prochains journaux. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes en compagnie d'Eva et Marcela. Merci Hamza. Merci. On vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. C'est quelque chose, hein, ce qui se passe. La toile, c'est devenu viral. Hein. Exactement. On a des leaders d'opinion qui ont dénoncé fortement ça. Je crois qu'il y a eu un rassemblement de près de 6 000 personnes devant l'ambassade de la Libye en France.
Et il y a d'autres manifestations prévues devant la représentation diplomatique de la Libye, notamment à New York. Vraiment, on s'organise là, franchement, un grand élan de solidarité. Il y en avait un rassemblement d'ailleurs prévu devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, de la Libye ici en Côte d'Ivoire, c'est au Vallon. Malheureusement, d'après nos sources, il n'y a eu que 4 personnes qui se sont déplacées. Donc il faut, je pense, mieux mobiliser, mieux faire passer le message, mieux sensibiliser. Mais encore une fois, c'est l'occasion de rappeler à nos frères africains, nos frères ivoiriens, que ce n'est pas la bonne façon d'émigrer. Si on veut vraiment partir, il y a d'autres façons. Et puis, rappeler qu'on peut réussir sur place, encore une fois. Et puis, attirer l'attention des uns et des autres que la solidarité doit être de mise dans bon nombre de domaines. C'est bien de voir solidarité, mais il ne faudrait pas que ça s'estompe et après qu'on passe à autre chose. Parce que l'une des plus grandes plaies de l'humanité, c'est l'oubli et l'indifférence, comme disait Jean-Paul Sartre. Merci en tout cas d'être en notre compagnie tout au long de nos émissions. On vous reviendra sur certains temps forts et puis faire un peu le point de tout ce qui est vraiment mobilisation internationale. La suite, c'est maintenant une affaire de journaux, n'est-ce pas Eva? Exactement, la revue de presse signée Fatim Djedje. Et on démarre avec les enjeux du sommet Union africaine-Union européenne. Et c'est le journaliste Clément Yao qui nous les livre dans Diaspora News. D'abord, il rappelle que la semaine prochaine à Abidjan, les Africains et les Européens se réuniront autour d'une même table pour redéfinir les contours d'un accord qui les lie mais devenu obsolète. En effet, fini le temps des colonies où l'Afrique finalement n'était que la chasse gardée des Occidentaux avec l'arrivée de la Chine et des BRICS. Eh bien, les rapports de force changent et les relations entre bénéficiaires et donateurs s'inversent. Alors pour conclure, le journaliste nous dit ceci. Avec ce sommet, il est peut-être temps pour les Européens de revoir leur copie dans les termes des futurs échanges avec l'Afrique au vu de la concurrence sur le terrain. Jeune Afrique s'intéresse aussi à ce sujet et y consacre même un dossier spécial. Mais j'ai choisi une information particulière, la facture, car qui va payer la note? Alors contrairement à Muammar Kadhafi, qui en 2010 avait organisé le dernier sommet UE-UA sur le continent, le chef de l'État, Alassane Ouattara, ne compte pas régler seul la note et il le fait savoir. Alors au départ, la facture était estimée à 11,5 millions d'euros. Et désormais, elle atteindrait 22 millions d'euros. Alors l'Union africaine a annoncé qu'elle ne pouvait pas donc apporter une aide financière, tandis que l'Union européenne, elle, a accepté de contribuer à hauteur de 2,8 millions d'euros de plus que ce qu'elle avait prévu, soit un total de 8 millions d'euros. On poursuit avec les indiscrétions de Jeune Afrique. Et oui, et c'est dans la rubrique confidentielle de l'hebdomadaire panafricain qu'on apprend que la juge d'instruction en charge de l'enquête française sur le bombardement à Bouaké, qui a fait donc 10 morts et 33 blessés en novembre 2004, a mis fin à son instruction en septembre. Alors dans le cadre de la procédure, cette décision pourrait donc aboutir sur le procès par contumace des pilotes biélorusses devant la cour d'assises de Paris. Autre confidence, elle concerne l'ex-chef de l'État français, Valéry Giscard d'Estaing. On apprend qu'entre 1978 et 1979, il a fait livrer des hélicoptères en pièces détachées aux Blancs de la Rhodésie pour lutter contre le Front patriotique mené alors par Robert Mugabe. On apprend aussi que le chef des services secrets de l'époque, le chef des services secrets français bien évidemment, allait chasser les éléphants sur cette terre qui sont devenus donc le Zimbabwe. Et on finit comme chaque lundi avec le récapitulatif de la semaine écoulée en images. Tout à fait, et c'est grâce à Courrier International. On prend la direction de Nairobi au Kenya. Vous voyez, ces avocats, ils sont devant la Cour suprême pour réclamer l'annulation de la deuxième élection présidentielle qui a vu le 26 octobre dernier la réélection d'Ourou Kenyatta. On poursuit cette fois-ci avec le Zimbabwe à Harare. On y voit donc l'armée. C'était le 15 novembre dernier qui s'est installée à une intersection pour réguler le trafic après avoir pris le contrôle du pays. L'autre image est sportive, c'est le mondial 2018 qui continue son hécatombe. Sur la photo, on y voit donc Gianluigi Buffon, le gardien italien, à la fin de la rencontre face à la Suède. La squadra Azzurra n'a pas pu se qualifier pour la Russie, comme vous le savez, ainsi que la Côte d'Ivoire.
Pas besoin de le rappeler. Alors cette photo, c'est à New Delhi, en Inde. Depuis plus de 2 semaines, les 22 millions d'Indiens dans la capitale suffoquent sous un air saturé de particules fines dont la concentration atteint 20 à 30 fois le seuil d'alerte. Et pour finir, cette photo surprenante d'un parachutiste de l'armée américaine qui salue avant d'effectuer une démonstration. Alors c'est un très beau cliché qui, j'espère, plaît à notre rédactrice en chef Kadi Fadiga, puisque Eva Marcelin et moi-même, nous cotisons pour lui offrir ce merveilleux cadeau de Noël qui, j'espère, lui fera plaisir. Et c'est une idée de Marcelin, je tiens à le dire. À demain. Espérons. Je souffre. Je suis le garçon dans cette équipe féminisée à 100%, je souffre. Mais c'est un bonheur également. Merci à vous, Fatim. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Dans quelques minutes seulement, ce sera donc la thématique de cette émission concernant bien sûr les pesticides et leur impact sur le rendement agricole en plein Sahara. C'est d'actualité. Mais avant, nous avons une dizaine de minutes à consacrer à ce monsieur épris de sport. Patrick Guité, pour ne pas le nommer. Avec lui, respectivement, nous allons parler de marathon, de handball, de cyclisme, de taekwondo et de football. Bref, c'est le sport. Bonjour Patrick. Bonjour Eva. Bonjour. Bien réveillé ce matin, en forme? Bien entendu, très bien réveillé. Très bien. Mais bon, Fatim Didier nous a parlé tout à l'heure du match du 11 novembre, encore une fois. Et bon. On démarre avec le marathon du district d'Abidjan 2017. Oui, le marathon du district d'Abidjan s'est tenu le mercredi dernier, 15 novembre, journée de la paix. C'était sur l'axe plateau-Trècheville. Plus de 10 000 participants donc, à cette compétition. Il y avait 4 circuits, pardon, le 3 km, le 10 km, le 21, le 42, justement, le 42 km qui est, on va dire, la discipline, là, en tout cas la distance phare de ce marathon du district d'Abidjan a été remporté pour la 2e fois consécutive par le Camerounais Justilin Fouami. Malheureusement, il n'y a pas d'Ivoirien sur le podium. Donc, Justilin Fouami a dévancé. On n'est pas très au top. En football. Pas très au top, je vous assure. Donc, Justilin Fouami a dévancé, pardon, 2h34 minutes là. Lagbe Raja et Malik Yakoubou, tous deux venus du Ghana. Et on va dire qu'après l'édition 2016, je disais tout à l'heure, Justilin Fouami, c'est la 2e fois qu'il monte sur la plus de marche du podium. Et au niveau du semi-marathon, donc du 21 km, au niveau des dames, les vainqueurs sont Kra Djenebou de la Côte d'Ivoire, Kupes Dorothée de Belgique et Edini Alexandra de la France. Et au niveau des hommes, c'est M. Ousseini Mahamadou du Niger qui a fini premier en 1h19 minutes 35 secondes devant Yao Kwasi Germain de Côte d'Ivoire. Et Yao Kwasi Germain. Je pensais qu'il avait changé le discipline. Pas Yao Kwasi Germain. C'était Germain, mais il avait la course de vitesse, pas la course de fond. Et Fofana Siaka qui a terminé en 3e position. On va dire que c'est la 3e édition du marathon du district d'Abidjan, qui a vu la participation de plusieurs personnalités, puisque le ministre Bruno Koné était également là pour courir. Il a passé la ligne d'arrivée sur le 10 km. Et ah bon? C'était quoi son temps? On n'a pas son temps, c'est un temps honorable en tout cas. Un temps ministériel. Chapeau, monsieur le ministre, félicitations. Monsieur Begré Mambé également, gouverneur du district d'Abidjan, qui était bel et bien présent, mais qui n'a pas couru. Ok, allez, on va aller maintenant au handball, championnat national. Le tableau final est enfin connu. Oui, le tableau final est connu. Pendant que les athlètes étaient sur les artères de la ville d'Abidjan, eh bien, les handballeurs étaient au Palais des Sports et à la salle polyvalente donc, du Parc des Sports de Trècheville. Il y avait des demi-finales du championnat national de handball chez les hommes et en dames. On va le dire, l'Africa au niveau des dames a battu l'AS Standa sur le score de 29-17. Et dans l'autre demi-finale qui a opposé Bandama Handball Club à Aurak, eh bien c'est Bandama qui s'en est tiré avec une belle victoire de 38-17. En hommes, les militaires de la Soie se sont inclinés face à Don Bosco. Les militaires, ça ne va pas très fort au niveau de la Soie. Ils ont été battus par Don Bosco sur le score de 27-8. Et puis, au niveau donc, de la 2e demi-finale, eh bien, Littoral a cédé sa place de finaliste, on va le dire, à
Pardon, l'assaut a été battu par le Red Star, c'est ça. Hein. L'assaut a été battu par le Red Star et Don Bosco a battu le Littoral sur le score de 28-24 dans une demi-finale qui était, on va dire, très très disputée. On connaît donc les tableaux finaux de ce championnat national, puisqu'en finale, on aura chez les dames Africa Bandama et chez les hommes Don Bosco, Red Star. Malheureusement, bien, la Fédération ivoirienne de handball n'a pas encore, on va dire, déterminé les dates et le lieu de ces différentes finales. Par contre, en cyclisme, on connaît la date de l'élection du nouveau président. Oui, on connaît maintenant la date de l'élection du nouveau président. L'AG électif est fixé au 17 décembre prochain. Les 26 clubs régulièrement affiliés procéderont donc au renouvellement du comité directeur. Pour l'heure, le secrétariat de la Fédération ivoirienne de cyclisme n'a enregistré qu'une seule candidature, celle de M. Alakwame Jean-Marie, président sortant, donc après un mandat plutôt satisfaisant, mais Alakwame a décidé de solliciter un second bail de 4 ans auprès donc des différents clubs. Et donc la période de dépôt des candidatures part du 17 novembre dernier, donc au 2 décembre 2017. Avis donc aux candidats. Et puis Abidjan, capitale du taekwondo, c'est en décembre. Oui, c'est en décembre. Décembre est fourni en événements sportifs. Le vendredi dernier, donc, la Fédération ivoirienne a lancé 2 gros événements qui sont les finales des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe nationale. La cérémonie s'est déroulée au district, à l'hôtel du district d'Abidjan. Cérémonie animée par M. Bamba Cheikh Daniel, président confirmé donc, de la Fédération ivoirienne de taekwondo, malgré les crises qui se sont abattues sur cette fédération. Eh bien, on va dire que du 5 au 6 décembre prochain, ce sera la Coupe du Monde par équipe. Et puis, avant ça, du 2 au 3 décembre prochain, on va assister au Grand Prix. La finale des Grands Prix à laquelle va participer nos vaillants combattants qui sont Cissé Cheikh Salah et Gbagbi Ruth, tous 2 médaillés olympiques en 2016 dernier à Rio. Très bien. Marc Wilmotte, merci pour ce moment. On ne vous regrettera pas. Bien entendu, lundi dernier, Marc Wilmotte et le comité directeur donc, de la Fédération ivoirienne de football se sont accordés pour une séparation à l'amiable, a indiqué donc, le technicien belge sur sa page, sur son compte Twitter. Alors, ça faisait que 6 mois qu'il avait pris fonction, on va dire, à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Et après la défaite du 11 novembre, eh bien, les dirigeants ont négocié un départ, le départ en tout cas de Marc Wilmotte qui est parti. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui va remplacer Marc Wilmotte à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Lorsque vous interrogez les Ivoiriens, on va dire 90% estiment qu'il faudra confier cette équipe nationale à un local. Et des noms déjà émergent, on va dire François Zawi et Kamara Ibrahim, qui est aujourd'hui à la tête des éléphants A', les éléphants qui participeront donc au CHAN 2018 au Maroc. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est comment il est parti, est-ce qu'il y a eu une indemnité, combien on lui a donné. Apparemment une très très grosse somme. Une très grosse somme, mais ça c'est pas officiel, mais on ne sait jamais. Bon, en tout cas, ça restera dans les annales du secret d'alcôve de la FIF. Alors, CHAN 2018, la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. Bien entendu, la cérémonie de tirage au sort de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations s'est déroulée le vendredi dernier et la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. La Côte d'Ivoire qui est logée dans le groupe B et de cette compétition affrontera l'Ouganda, la Namibie et la Zambie. Un tirage qui est déjà considéré comme abordable sur papier, il faut le dire, pour les éléphants qui sont entraînés par Kamara Ibrahim qui a été évoqué tout à l'heure pour succéder probablement à Marc Wilmotte. Les éléphants qui ont fini médaillés de bronze à la 4e édition de la compétition d'il y a 2 ans déjà, donc auront à cœur d'aller un peu plus loin. Et donc dans le groupe A, le groupe du pays organisateur, le Maroc, il aura fort à faire avec la Guinée, le Soudan et la Mauritanie. Dans le groupe C, la Libye croisera le fer avec le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Dans le groupe D, eh bien, il y aura l'Angola, le Cameroun, le Congo et le Burkina Faso.
Et on va finir avec la 6e journée Ligue 1, résultats et classement. Bien entendu, on a assisté à la 6e journée de Ligue 1 le week-end dernier. La SEC Mimosa a écrasé le stade d'Abidjan sur le score de 5-0. Sporting Club de Gagnoa et le Cerro Sport de San Pedro se sont séparés sur un score de parité, 1 but partout. Également pour le match AS Standard Africa, mais qui s'est terminé sur le score de 0 but partout. L'USC Bassam a battu la SOA 1-0. Mossou Azida Bengourou 0-0. Et puis le match de FC San Pedro Boaké FC a été reporté à cause des pluies diluviennes qui sont survenues à San Pedro. Merci beaucoup Patrick Guité. C'était donc l'instant sport de ces matinales. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir le lundi prochain. Mais avant, on retrouve tout de suite la pub. Et juste après, nous allons rentrer dans la dernière... Non, ah d'accord, un dernier point route, mais ça c'est aussi la pub de nos routes pour les emprunter, bien sûr. Alors, Eva, nous sommes au boulevard Lagunaire. Oui, boulevard Lagunaire, situation claire, circulation claire également, tout va bien. C'est que autre tronçon, mesdames et messieurs, nous allons du côté de Cocody, au cœur donc, de cette belle commune abidjanaise avec une circulation assez cool, calm down right now, c'est-à-dire ça va pour le moment, calme. On se rend à présent au grand carrefour de Koumassi, voilà, qui s'active, qui se réveille tout doucement. Pas de go-slow, rien de particulier à signaler. Et puis on va continuer. Donc ce point route, c'est le dernier pratiquement de cette journée, le dernier point route normalement. Là, nous sommes sur le pont Général de Gaulle, c'est cela, avec bien sûr une circulation qui commence un tant soit peu à ralentir. Attention. Et ben on va où? L'échangeur de Marcory, voilà. Rien à signaler. Rien à signaler également du côté d'Assini, quelques vacanciers ou quelques retardataires, donc des gens qui sont là-bas. Voilà, voici le beau paysage, c'est ça aussi la beauté de la Côte d'Ivoire. Et c'est toujours un plaisir de revenir là-dessus. Merci Christelle pour ça. Il est temps à présent de recevoir notre invité pour le thème « L'impact des pesticides sur le rendement des productions agricoles ». Merci Anassé. Alors, c'est notre invité pour la thématique économie. Il est déjà installé. Bonjour monsieur. Bonjour, on vous reçoit juste après ce jingle. Alors, nous sommes en plein Sahara, vous le savez, ce n'est un secret pour personne, ce n'est pas un scoop, parce que le cœur de la Côte d'Ivoire bat depuis donc, ce vendredi au rythme de cet important rassemblement pour tous les professionnels de l'agriculture. Et nous, au niveau de Matin Bonheur, nous saisissons l'occasion pour parler d'un thème assez important qui concerne un peu tout le monde agricole. Quel est l'impact des pesticides sur le rendement des productions agricoles? Reportage, et nous allons discuter avec notre spécialiste que nous avons le plaisir d'avoir ce matin dans la dernière ligne droite de cette émission. On y va. Les cultures des fruits et légumes, notamment des laitues communément appelées salades, est beaucoup confrontée à toutes sortes de ravageurs. Les plantes cultivées sont très souvent attaquées par des insectes, des bactéries, sans compter la concurrence des plantes adventices, ce qui occasionne une perte de qualité et une diminution des rendements. L'utilisation des pesticides en agriculture est l'une des ressources pour réduire les ravageurs, les mauvaises herbes et ainsi réduire les pertes. Si les produits que les planteurs de salade utilisent peuvent avoir des répercussions sur la santé, je dirais non. Parce qu'il y a longtemps que je m'approvisionne ici et il n'y a pas eu de soucis. Selon moi, les produits que les planteurs utilisent n'ont pas de réelles conséquences sur la santé. Parce que depuis fort longtemps, il n'y a jamais été relevé de maladies graves. Non, les produits que les producteurs utilisent pour la salade sont très bons. Ça ne cause pas de problème à la longue. Cette solution qui vise à limiter les pertes quantitatives améliore en outre la qualité des produits, notamment sur le plan de l'hygiène. Depuis quand j'ai commencé à travailler là, je n'ai pas vu quelqu'un pour venir payer piment ici. Le lendemain, il m'a dit que piment là, quand j'allais manger là, ça fait mal. Donc, je n'ai jamais vu ça. L'homme n'est jamais venu derrière moi encore pour venir parler. Il dit quand tu fais là, c'est pas bon. Non, tout c'est propre. Je préfère m'approvisionner ici que chez les revendeurs parce que d'abord ici, c'est frais. Et la quantité est bonne. De plus, un usage accru des pesticides se traduit par l'accroissement des rendements, mais quand la quantité de pesticides utilisés dépasse un certain niveau, des facteurs limitants interviennent.
De nombreux pesticides seraient a priori très dangereux non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour d'autres organismes présents dans l'environnement. La dégradation d'un écosystème peut aboutir à une réduction de la production agricole, à une perturbation du milieu ainsi qu'à des pertes pour l'économie en dehors du secteur agricole. L'utilité revient donc de peser les avantages des pesticides et leurs effets négatifs, aussi bien dans un contexte agricole que dans un programme de lutte antivectorielle. Voilà, le décor est planté, les choses sont plus ou moins bien expliquées. Nous aurons de plus amples éclaircissements avec notre invité, M. Siloué Nyenyeri. Rebonjour et merci d'être notre compagnie. On rappelle que le thème, c'est l'impact des pesticides sur le rendement des productions agricoles. Vos questions et préoccupations sont attendues, bien sûr, sur nos différents réseaux sociaux. Monsieur Siloué, qu'est-ce qu'un pesticide, pour commencer? Merci, madame. Je voudrais d'abord, au nom de monsieur le ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua, vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez dans le cadre de nos activités du Sahara, donc de parler de la question des pesticides. Alors, un pesticide, c'est quoi? C'est une substance chimique qui est utilisée dans plusieurs domaines. Ce matin, le domaine qui nous intéresse, c'est bien évidemment celui de l'agriculture. Je dois dire que les pesticides sont également utilisés dans le domaine de l'hygiène publique et dans le domaine de la santé animale. Pour circonscrire le phénomène, la question, on va donc dire c'est quoi l'hygiène publique. L'hygiène publique, vous utilisez des bombes aérosols, vous utilisez donc des insecticides dans le cadre donc d'un moustiques chez vous à la maison. Ce sont des pesticides. D'accord. Vous avez également donc, la dengue, comme vous le savez, qui sévit en ce moment. Ce sont des pesticides qui sont utilisés, donc homologués par l'OMS et qui permettent de tuer donc, ce vecteur-là. Vous avez aussi les poux qui sont sur les animaux, qui sont utilisés. On utilise également des pesticides dans ce cas-là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est véritablement l'agriculture. Les pesticides en agriculture sont utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes. On appelle cela le désherbage chimique. Les pesticides sont utilisés également pour combattre les insectes nuisibles. Et enfin, les maladies des plantes. Alors, on entrera certainement dans le détail pour expliquer un peu cela. Mais il faut dire que les pesticides ne sont pas d'utilisation systématique. C'est lorsque les dégâts causés par donc, les nuisibles, je veux dire les insectes, les maladies, ont des incidences économiques que les pesticides sont utilisés. Vous avez des cultures, donc en Côte d'Ivoire, pour lesquelles si on n'utilise pas les pesticides, on n'aura pas de rendement. Je prends le cas du coton. Les capsules de cotonnier sont attaquées par un insecte. Et il y a des larves. Quand vous prenez vous ouvrez donc une capsule, vous trouvez des larves. Si on ne fait pas le traitement, on aura pratiquement zéro production. C'est le cas de la pourriture brune sur le carbone et cacao. Si vous ne traitez pas, vous n'allez pas avoir de production. Et les exemples sont légion. Alors justement, avant d'aller dans les spécificités, c'est quoi l'historique des pesticides dans notre pays? On sait que notre pays est un pays hautement agricole. Ça remonte à quand, l'entrée des pesticides dans nos pays? Alors, il faut d'abord dire qu'est-ce que c'est que le pesticide, comment il est fait. D'abord, il y a l'industrie chimique est partie du fait que vous avez des plantes qui se défendent elles-mêmes par rapport aux insectes. Naturellement. Et donc, vous avez, je prends le cas du piment. Le piment se défend par rapport donc aux insectes et par une substance qu'on appelle la capsaïcine, qui est donc une substance chimique qui est synthétisée de façon naturelle par le piment pour se défendre. Il en est de même pour le caféier. La caféine est une substance qui repousse les insectes d'une façon naturelle. Et donc, la recherche a synthétisé ces matières-là pour pouvoir lutter contre les ennemis des cultures. Maintenant, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il faut bien reconnaître qu'au lendemain de notre indépendance, dans les années 60, la Côte d'Ivoire a bâti son économie sur l'agriculture. C'était l'époque des SODE, sociétés d'État qui ont été créées et donc qui fournissaient les intrants aux producteurs, donc les pesticides. Et à la fin de la récolte, on faisait donc une retenue pour justement combler donc se rembourser. Pour faire les remboursements.
petit à petit, l'État s'est retiré. De sorte qu'aujourd'hui, la filière est restée donc, une filière donc, ouverte aux professionnels. Mais d'une façon générale, il faut dire dans le monde entier, les pesticides sont utilisés. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Afrique, l'Afrique utilise 4% des pesticides utilisés au monde. Wow. Et l'Afrique du Sud utilise à elle seule 2%. Il ne reste que 2% pour le reste du continent. C'est-à-dire que nous utilisons très peu de pesticides par rapport à certains pays. Bien évidemment, ce sont des substances, ce sont des produits qui doivent être utilisés avec des précautions dont nous allons certainement parler. Exactement. Certains pesticides sont également dénoncés, décriés, parce que pouvant causer sur le long terme aux consommateurs des maladies. En Côte d'Ivoire, est-ce que tout cela est encadré? Est-ce que la chasse aux pesticides illégaux est engagée? Qu'est-ce qui est fait pour garantir la bonne sécurité du consommateur? Alors, je dois vous dire qu'il y a une réglementation phytosanitaire en Côte d'Ivoire. Il y a un décret qui a été pris en 1989, le décret 89-02 du 4 janvier 1989, qui a été pris par le président Félix Houphouët-Boigny, donc par rapport donc, à la libéralisation de la filière, comme je vous le disais. Et ce décret fixe les dispositions dans lesquelles on doit pouvoir utiliser les pesticides avec sécurité en Côte d'Ivoire. D'abord, un pesticide pour être utilisé doit faire l'objet d'une homologation. C'est-à-dire qu'il doit suivre un processus au bout duquel on minimise les risques. Je dis bien on minimise les risques. Et ce processus, à la fin, il y a également les professionnels qui sont agréés par le ministère de l'Agriculture de commun accord avec le ministère du Commerce. Donc toutes ces dispositions existent. Malheureusement, vous avez la fraude qui existe de par les frontières, notamment terrestres surtout, et pour laquelle justement le ministère de l'Agriculture déploie donc une stratégie pour contrer les pesticides frauduleux. Je dois vous dire que, en ce qui concerne la fraude, au sortir de la crise de 2011, en 2012, les professionnels phytosanitaires ont évalué la fraude à hauteur de 40% donc du volume global des pesticides utilisés en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre nous a donné des instructions pour que nous puissions mettre en place une stratégie qui va consister à réduire cette situation. Pourquoi en 2012? Parce que vous savez, nous avons connu une crise et les frontières étaient poreuses. Pratiquement, l'administration sur les frontières n'existait pratiquement pas. Et donc, nous avons mis un dispositif qui a consisté à faire la formation de tous les acteurs, notamment les directeurs régionaux de l'agriculture, les directeurs départementaux de l'agriculture, les forces de défense et de sécurité, la douane, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts. Et nous avons réactualisé la liste des postes frontaliers qui est passée donc de 26 à 39. Et aujourd'hui, le dispositif a fait qu'aujourd'hui, les professionnels nous ont rapporté encore une fois que la fraude serait entre 15 et 20%. Donc elle est en réduction. Nous venons donc de tenir une réunion, le cabinet conjoint ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire et ministère de l'Agriculture du Ghana, par exemple, pour traiter donc de cette question, donc de la circulation. Dans le cadre de Sarah, donc, cette réunion a eu lieu pour traiter la question donc, de la circulation des pesticides entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il va y avoir certainement très bientôt une rencontre entre experts qui devra permettre justement de circonscrire encore davantage les pesticides frauduleux. Mais on va plus loin. Monsieur le ministre de l'Agriculture a pris un arrêté qui met en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans chaque département. Dans les 108 départements de la Côte d'Ivoire, il est créé un comité départemental de lutte contre les pesticides illicites, illégaux dont vous parlez. Ce comité est présidé par les préfets et les directeurs départementaux de l'agriculture ou régionaux de l'agriculture assurent le secrétariat. Alors, ce comité, justement, comprend toutes les forces vives du département, notamment les chefs traditionnels, tous les fonctionnaires, de façon à ce que des informations puissent être données aux producteurs, aux populations, à l'effet donc
d'éviter l'utilisation des pesticides non homologués. Alors, on ne va pas négliger la donnée environnementale. L'environnement, c'est très important. Ça, c'est le premier volet de ma question. Comment se fait le processus, comment ça se passe concrètement, le processus d'homologation des pesticides? Je suis américain, aux États-Unis, j'ai créé en 2008 un pesticide qui est réputé vraiment efficace, sans pitié, pour, en tout cas bien pour lutter contre tout ce qui peut endommager nos cultures. Quand ça arrive à Abidjan, est-ce qu'il y a un processus? Si le processus existe, il s'échelonne sur combien de temps? Et puis, est-ce que derrière, il y a un processus pour mettre les paysans, nos parents producteurs, à jour par rapport à tout ce qui est évolution technologique? Très bien, je vous remercie. Alors, il se trouve que lorsqu'un pesticide est déjà synthétisé, homologué dans les autres pays, lorsque nous devons l'utiliser en Côte d'Ivoire, il fait l'objet d'une procédure d'homologation. Le produit, le pesticide, arrive avec sa fiche technique, puisqu'il est déjà connu hors de la Côte d'Ivoire. Sur place, il va faire l'objet d'une expérimentation au champ. Et on va regarder les conditions toxicologiques et écotoxicologiques de ce pesticide. On va déterminer le rendement qu'il faut, enfin plutôt la dose qu'il faut à l'hectare. On va déterminer la dose qu'il faut à l'hectare. Parce que même si le produit est homologué, je veux dire, dans un autre pays, les conditions écologiques, climatiques de la Côte d'Ivoire font que nous sommes obligés de faire donc un nouveau test sur place. Il y a des spécificités à respecter. C'est ça. C'est ça la procédure d'homologation. Alors, quels sont ceux qui font les expérimentations? Ce sont nos chercheurs des grandes écoles. Le CNRA, l'ESA, les universités font l'expérimentation au champ. C'est à l'issue des résultats obtenus que le pesticide, le dossier est transmis au ministère de l'Agriculture pour faire l'objet d'une analyse. Un comité pesticide existe en Côte d'Ivoire. Il est composé d'un certain nombre de ministères, 12 au jour d'aujourd'hui. Ah ouais. Et votre serviteur en est le président sur instruction de M. le ministre de l'Agriculture. Et donc, le comité va examiner le dossier des pesticides. C'est à l'issue de l'examen qu'une décision est proposée à M. le ministre de l'Agriculture pour décision. Voilà comment cela se passe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un produit, un pesticide est homologué pour un usage bien précis. Il faut qu'on se dise ça d'abord. Lorsqu'un pesticide est homologué sur cacaoyer, il est homologué sur cacaoyer, à une dose précise. Si c'est 1 litre à l'hectare, c'est homologué pour le cacao. Alors, il n'est pas question donc de prendre ces produits, par exemple, pour les utiliser sur d'autres cultures pour lesquelles le produit n'a pas été expérimenté. Malheureusement, c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Sur le terrain, il arrive que des produits qui sont donc homologués sur cotonnier, donc au nord, on les retrouve par exemple souvent au sud. Sur des maraîchers. Sur des maraîchers. C'est la faute à qui? Le comité n'a pas bien fait son travail? Non, le comité a fait son travail, mais c'est la surveillance sur le terrain. C'est la surveillance sur le terrain qui est pénible, et comme toutes les fraudes justement, la surveillance sur le terrain est extrêmement difficile. Et c'est pour ça, je vous disais tantôt, que nous avons mis en place des comités départementaux, de façon à être très proche de l'action, de façon à conseiller les producteurs pour que justement ils puissent respecter les dispositions qui sont prévues par rapport à l'homologation des pesticides. Mais mieux, je peux vous dire, vous avez parfois des producteurs qui, dans le cadre du cotonnier, insèrent des cultures intercalaires, qui peuvent être donc des légumes, et cela est proscrit. C'est dommage, mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors, toutes les structures de vulgarisation, d'encadrement, font l'objet d'un renforcement des capacités de la part donc, du ministère de l'Agriculture, à l'effet donc de donner ces informations-là aux producteurs de façon régulière. Vous l'avez dit, il arrive effectivement qu'on retrouve des pesticides qui sont homologués sur cacaoyer, sur cotonnier, qui sont peut-être utilisés sur les légumes. Alors là aussi, nous faisons donc l'action au niveau donc, de la formation, de l'encadrement, pour que les structures de vulgarisation fassent donc, cet encadrement afin d'éviter des éventuels accidents. Donc c'est évident qu'on ne peut pas surveiller toutes les plantations et tous les potagers. On parle de plus en plus de manger bio.
qui serait bon pour la santé dans des pays développés. On parle de plus en plus d'abandonner les pesticides ou de passer à des pesticides bio, des pesticides naturels pour garantir notre santé. Quels sont les efforts que le gouvernement ivoirien, du moins la filière, fait dans ce sens? Alors, d'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est qu'un pesticide bio. Je vous ai dit tout à l'heure que les plantes synthétisaient elles-mêmes, comme le piment. Comme le piment, des substances. C'est ça le pesticide bio en fait. C'est un pesticide qui provient d'un organisme vivant. Ça peut être une plante, ça peut être une bactérie, ça peut être un champignon. C'est ça le pesticide bio. Encore une fois, il faut qu'il fasse l'objet d'une étude pour que par rapport à ce pesticide bio, on sache la dose à utiliser. Parce que de toute façon, ce sont des substances chimiques comme les autres. Et donc, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il existe effectivement des recherches dans le cas des pesticides bio, qui sont d'origine naturelle. Alors, nous avons un programme avec le projet national de gestion des pesticides obsolètes, qui a un volet recherche des alternatives aux pesticides chimiques. D'accord? Et dans ce cadre-là, des recherches, enfin des chercheurs sont commis pour suivre effectivement comment arriver à utiliser ces pesticides bio. Mais je dois dire que même en Europe, l'Europe dont on parle, ce n'est pas encore une situation qui est vulgarisée au point de se passer totalement des pesticides chimiques. Vous prenez par exemple la vigne, c'est pratiquement 30 traitements par an sur la vigne. Mais il faut arriver, c'est petit à petit qu'on peut passer justement à ces pesticides bio, mais toujours est-il que ce n'est pas toujours évident qu'on puisse les utiliser quand il y a déjà une catastrophe qui est créée. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Le thème, c'est l'impact des pesticides sur le rendement des productions agricoles. C'est ça. Quand on fait un peu le bilan depuis notre indépendance en 1960 jusqu'à ce jour, est-ce que l'utilisation récurrente et habituelle des pesticides a apporté quelque chose à notre agriculture? Si on doit s'en défaire, quel est le processus? On peut naturellement pas s'en défaire brutalement comme ça. J'imagine que vous pensez à ça, hein, parce que gouverner, c'est prévoir dans 10, 20, 30 ans. Qu'est-ce que ça a donné à notre pays au niveau agricole? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, pour s'adapter aux exigences du monde? OK. Alors, les pesticides, dans ce cadre précis, je dois dire que, je l'indiquais tout à l'heure, dans le cadre du cotonnier, si vous ne faites pas de traitement aux pesticides, vous perdrez peut-être 80, sinon 100% de votre production. Dans le cadre donc de la production brune, c'est la même chose. Aujourd'hui, effectivement, il faut aller aux alternatives, aux pesticides chimiques. Je dois reconnaître que les résultats atteints par la Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, il y a forcément l'impact des rendements, l'impact des pesticides sur les rendements. Prenons le cas de la mangue aujourd'hui. La mangue, nous avons exporté cette année, en 2017, 32 000 tonnes de mangue. Mais la lutte contre la mouche de fruits, s'il n'avait pas été effectué avec un pesticide, on n'aurait pas eu ce chiffre au niveau des exportations. Donc, effectivement, les pesticides ont contribué depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire et contribueront encore dans le cadre donc des rendements que nous souhaitons. Il se trouve que ce que nous proposons, ce n'est pas l'utilisation abusive des pesticides. Il faut faire ce que nous appelons la lutte intégrée. C'est-à-dire? La lutte intégrée, c'est une lutte qui va consister à prendre en compte un certain nombre de processus de lutte ensemble. Il y a d'abord les pratiques agricoles. Dans les pratiques agricoles, vous avez déjà les variétés. Vous avez des variétés qui résistent à certaines maladies et qui résistent à certains insectes. Il faut associer ces variétés-là par rapport à d'autres. Il faut utiliser ces variétés-là par rapport aux variétés sensibles. Il y a en plus les pratiques culturelles. Il faut avoir une plantation, par exemple, aérée, qui ne permette pas le développement des champignons, par exemple. Donc c'est tout ça regroupé. Et lorsque tout ceci ne marche pas et que survient une situation, alors on devrait pouvoir intervenir
à temps. Mais, comme je le disais, on doit faire un traitement à seuil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un insecte dans la plantation qu'on commence à traiter. Il faut faire des calculs pour voir est-ce que cet insecte a été un stade où il y a un impact, il va y avoir un impact sur la production. C'est à ce moment-là qu'on peut déclencher, par exemple, une opération donc, de traitement. Donc c'est une lutte intégrée qu'il faut utiliser, y compris la lutte biologique, c'est-à-dire la lutte en utilisant donc, des ennemis naturels, de certains nuisibles des plantes. Très bien. Nous sommes pratiquement au terme de notre temps d'antenne, de notre échange avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour synthétiser tout cela et ce qu'on doit retenir de cet impact, justement, sur la qualité de l'économie donc agricole? Alors, ce que je dois dire, d'abord, je dois m'adresser d'abord aux producteurs. Dire aux producteurs de ne pas se procurer les produits tout venant, les pesticides tout venant, partout. C'est un peu comme le phénomène des médicaments de la rue. Malheureusement, on leur propose souvent des produits qui, finalement, lorsqu'ils les utilisent, détruisent la plantation. Ou bien alors ne donnent pas les résultats escomptés. Je voudrais donc m'adresser aux producteurs pour leur dire, lorsqu'ils ont besoin de pesticides, qu'ils s'adressent aux structures d'encadrement. Homologuées. Voilà. Et pour avoir les structures d'encadrement, pour avoir des produits homologués pour faire leur traitement. Ensuite, aux opérateurs économiques, nous leur disons qu'il faut arrêter de faire venir les produits tout venant. Il faut donc se mettre à jour, respecter les dispositions réglementaires en Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, vous pouvez donc importer des produits qui sont homologués à moins de risques. Enfin, nous disons qu'il faut, pour les populations, il faut que les producteurs ou les populations ne gardent pas les produits à la maison. Cela arrive, il y a des intoxications qui sont dues au fait que les gens cohabitent avec les pesticides dans leurs chambres. C'est très dangereux ça. C'est très dangereux. Oui. Les pesticides dégagent des gaz et que vous respirez. En période de chaleur et tout. Donc, à terme, vous avez ce qu'on appelle l'intoxication chronique qui va intervenir peut-être dans 5, 10, 20 ans. Donc, il faut éviter de garder les pesticides dans les locaux d'habitation. Merci beaucoup à vous, M. Silué Nyeri. Je rappelle que vous êtes directeur de la protection des végétaux, du contrôle et de la qualité au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Vous voyez, mesdames et messieurs, que nous avons des personnes idoines pour nous parler de sujets. Et c'est toujours comme ça, du lundi au vendredi. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne journée. C'est vrai qu'on s'attelle à toujours avoir les meilleurs experts des domaines que nous abordons pour la thématique sur Matin Bonheur. Vous êtes experte en... Experte en petit-déj, parce que je cours pas mon petit-déj là. Merci de votre fidélité. On rappelle que cette émission portait la signature aujourd'hui de Christelle Akoussa, rédaction en chef signée Kadi Fadiga. Vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. N'oubliez pas, à partir de 14h30, vous aurez la rediffusion donc, de la thématique. Si vous avez pris l'échange avec M. Siloué en fin d'émission, pas de souci, vous le retrouverez donc cet échange à partir de 14h30 sur RTI 1. À demain. Ciao, ciao. Audio Jungle.